Bonjour, ici Lynne Morissette. Il y a des conversations qu'on tient parce que c'est intéressant. Et puis, il y a celles qu'on tient parce qu'on sent que quelque chose est en train de basculer. Un certain vendredi de février 2026, c'était exactement ça. Vous allez entendre l'intégrale du premier webinaire d'une série de 3 organisée par l'Institut France-Québec pour la coopération scientifique en appui au secteur maritime, l'IFQM. Cette journée-là, on a réuni des experts de part et d'autre de l'Atlantique pour se poser une question vraiment importante. Est-ce que l'océan serait en train de devenir notre nouvel Eldorado thérapeutique? Bienvenue sur Balado. Embarquez, on part en mer, version pharmaceutique. On commence et bonjour à tous et à tous. Merci à l'Institut France-Québec maritime pour la coopération scientifique en appui au secteur maritime, en simple l'IFQM, de rendre ce rendez-vous possible. L'IFQM, c'est une communauté unie entre la France et le Québec. On est vraiment très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Merci à vous qui êtes en train de vous connecter de part et d'autre de l'Atlantique. Donc, bonjour, bonsoir, dépendamment d'où vous êtes. Merci d'être avec nous donc pour parler d'un aspect encore trop méconnu et pourtant très fascinant de nos océans, leur capacité à contribuer très concrètement à notre santé. Quand on parle de médecine, on pense spontanément aux grandes forêts tropicales, aux laboratoires, aux molécules de synthèse, mais 70% de la planète est recouverte par l'océan et biologiquement, c'est encore largement un angle mort. Aujourd'hui, on estime que moins de 10% des espèces marines sont connues. Malgré ça, les chercheurs ont déjà inventorié environ 20 000 molécules issues du milieu marin et près de 25% ont trouvé ou sont en train de trouver une application en santé selon des données récentes. Des anticancers, des antibiotiques en passant par la gestion de la douleur ou la cicatrisation, ce petit pourcentage déjà profondément transformé la médecine moderne. La question centrale qu'on se pose aujourd'hui, c'est simple et un peu vertigineuse. Si peu a déjà permis autant, que pourraient nous apporter les 90% que nous ne connaissons pas encore? C'est pour explorer cette question-là à la croisée de l'océan de la santé humaine qu'on a réuni aujourd'hui 4 grands experts et expertes au parcours complémentaire, la docteure Charlotte Corporo, le docteur Félix-Antoine Bérubé-Simard, le docteur Franck Zal et le docteur Samuel Fortin. Avant de commencer, quelques notes de logistique. Les questions, vous pourrez en poser autant que vous voulez. Vous pouvez le faire dans la boîte de chat. On aura un moment pour les questions aussi à la fin du webinaire. Et ce webinaire va être enregistré, donc vous pourrez aussi le revoir plus tard en vidéo et en podcast. Je laisse nos invités se présenter et je dois vous indiquer qu'on leur a demandé de se prêter au jeu et de nous fournir la photo qui représente l'animal marin qui inspire leurs travaux. Vous voyez on va vraiment du moléculaire jusqu'à environ 15-20 cm, donc assez petit, somme toute, c'est pas des baleines, mais vraiment essentiels à notre santé. Donc, je les laisse les présenter, à commencer par Madame Charlotte Corporo. Oui, bonjour à tous et merci d'être connectés et merci beaucoup pour l'invitation par les FQM. Alors moi, Charlotte Corporo, je suis en fait directrice de recherche en physiologie à l'IFREMER au centre de Brest et en fait, je travaille sur un animal, vous allez voir, qui est assez extraordinaire puisque donc ça fait déjà maintenant 18 ans que je suis arrivée en biologie marine. Avant, j'ai fait mes études en fait en biologie médicale. Donc, je travaille sur un endroit dans le monde qu'on va appeler un milieu extrême. Alors, quand on dit un milieu extrême de l'environnement marin, évidemment, tout le monde pense forcément à ces sources hydrothermales l'environnement profond, tout au fond de l'eau, inaccessible. Il fait noir, très chaud, il n'y a pas d'oxygène. Donc, on pense tout de suite à ces espèces qui vivent dans ce milieu extraordinaire des fonds marins, des grands fonds marins. Or, moi, en fait, je m'intéresse à un autre environnement marin qui est très étudié à l'IFREMER, c'est l'environnement côtier. Et en fait, ce que j'ai découvert en travaillant dans l'environnement côtier, c'est que c'est un milieu extrême. Et c'est incroyable parce qu'en fait, il est tout près de nous. Et donc, dans ce milieu extrême, je travaille sur un animal qui vit là. Donc, vous pouvez passer à la diapo suivante. L'animal que j'étudie dans ce milieu extrême, c'est l'huître creuse, Crassostrea gigas.
Alors, Crassostrea gigas, ça veut dire huître creuse, gigas, ça veut dire géante. Donc là, vous avez une photo de l'huître creuse Crassostrea gigas sur laquelle je travaille. À l'Ifremer, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur cette espèce. C'est une espèce d'huître moi, j'ai rencontré quand j'étais jeune et que j'ai mangé à Noël chez mon grand-père. Mais en fait, aujourd'hui, on travaille sur cette espèce puisqu'en fait, on est en train de comprendre que son mode de vie extrême, elle résiste à un milieu qui est tellement incroyable, qui est le milieu côtier de la zone de balancement des marées, qu'en fait, elle possède des molécules d'intérêt incroyables, pour la santé humaine. Alors en dessous, vous avez une toute petite frise, j'en parle juste une minute. C'est la petite frise du cheminement entre, la recherche qui va s'intéresser à une espèce, on va découvrir, on va décrire une espèce, on va travailler sur son écologie, son rôle fonctionnel et sur sa biologie. On va commencer à comprendre comment elle fonctionne et moi, je suis arrivée à l'Ifremer en 2008 où on a travaillé sur la physiologie de cet animal puisqu'en fait, c'était un animal qui est très cultivé sur les côtes françaises et en Europe. Donc on a voulu chercher à comprendre comment il fonctionne, sa nutrition, sa santé et cetera et tout en travaillant sur justement sa santé, je me perçois en 2018 qu'en fait, elle a des mécanismes d'adaptation qui sont uniques au monde puisqu'elle vit dans un milieu extrême. C'est vraiment nous, à l'Ifremer, qui avons réussi à démontrer que c'est un milieu extrême. Je pourrais vous raconter un peu plus, tout ça, bien sûr et donc ça veut dire que depuis qu'on travaille sur les mécanismes d'adaptation, de cet animal à son milieu de vie, sur la zone de balancement des marées et au changement climatique et bien, en fait, on est en train de découvrir les supports de cette résistance incroyable, de cet animal et les supports, ce sont des molécules et c'est là qu'on est en train de découvrir, en fait, des activités assez intéressantes. Dernière petite phrase, donc on n'est pas encore rendu, on va dire, à l'aspect, j'ai compris quelles molécules font quel rôle. En revanche, je voulais juste rappeler qu'on a dans les gènes de l'huître possède 26 000 gènes et sur 26 000 gènes, il y en a encore 8 000 qui sont uniques au monde dans cet animal et on ne sait pas encore à quoi ils servent. Donc nous, notre grande hypothèse, c'est que c'est là où on a une innovation incroyable à développer par rapport à ces adaptations au milieu extrême. Merci d'être avec nous, Charlotte. C'est fascinant. Félix-Antoine Bérubé-Simard. Oui, bonjour, merci, de l'invitation. Au risque, d'être, complaisant, je suis très content de faire partie de ce panel, très impressionnant aujourd'hui. Puis en fait, moi, je suis le co-directeur en innovation et transfert des technologies et le directeur du département des mycotechnologies chez Bioptère, qui est un, centre d'accès à la technologie, donc un centre de recherche qui accompagne des entreprises, pour optimiser leurs procédés, développer des solutions à leurs problématiques et cetera. Et donc nous, on accompagne différents secteurs, industriels, dont le secteur pharmaceutique. Hem Puis, en fait, on a différents intérêts dont, la problématique de la dépendance, aux opioïdes. Donc, vous avez peut-être vu certains documentaires, certaines séries télévisées sur cette problématique qui touche, de façon très forte les États-Unis, mais l'Amérique du Nord et le reste de la planète, là, où il y a plusieurs décès associés, à la surconsommation de cette molécule-là. En fait, c'est l'antidouleur le plus efficace. C'est pour ça qu'on l'utilise toujours, mais malheureusement, il crée beaucoup de dépendance. Donc, dernièrement, je peux pas passer sous silence, l'engouement vers un champignon terrestre qui est du genre psilocybe, là, ésotériquement appelé champignon magique, et autres psychédéliques qui ont vraiment ces molécules, un intérêt particulier en ce moment pour régler différents désordres psychologiques. Heu Faut savoir que, ben, ce champignon-là qui produit ce type de molécule-là, évidemment, c'est pas le seul champignon. Puis, les champignons marins sont également capables d'en produire. En fait, c'est des molécules de la même famille, on en découvre, 20 à 30 là, par année là, des nouveaux composés de cette molécule-là. Donc nous, on s'est dit, on n'a virtuellement rien de connu, sur les champignons dans, notre cours d'eau à proximité du fleuve Saint-Laurent. Pourquoi ne pas regarder? Et en fait, ce que vous pouvez voir, c'est, des champignons qu'on dit de type moisissure ou microscopique qui poussent sur ces pétris. On les cultive et ensuite, heu, par essai de fermentation, on produit différents types de molécules et après, notre modèle d'étude, en fait, c'est le poisson zèbre avec notre collaborateur qui se situe au centre cerveau, là, à l'Université Laval, qui a créé un modèle de poisson zèbre dépendant aux opioïdes. Hem
Donc, nous, ça nous permet de tester ces différentes molécules, en fait. Vous pouvez changer la diapositive. Plus grossièrement, la plateforme, c'est bien simple, c'est une plateforme avec, un levier qui va faire tomber, de la méthadone, en fait, dans son aquarium. Il y a une plateforme qui ne fait rien tomber et au fil des jours, le poisson va de plus en plus souvent et de plus en plus sélectivement sur cette plateforme. Et nous, on a fait un criblage, fonctionnel, en fait, sur pétri et un criblage qu'on dit génétique, là. Donc on a séquencé le génome de nos champignons et on est allé voir dans leur génome s'il y avait des acteurs qui étaient connus pour produire ce genre de molécules. On a recueilli toutes ces informations-là, on a produit nos molécules et vous pouvez voir là, dans le petit graphique, là, en fait, à gauche, c'est le nombre de fois où l'intérêt du poisson à aller vers sa plateforme qui donne la méthadone et quand on lui Wow. donne l'extrait qui vient de notre champignon, ben, on voit qu'il est de moins en moins intéressé à aller sur cette plateforme. Donc, on est très intéressé par ce champignon-là. Évidemment, il y a plein d'autres études qui devront être faites, mais aussi, fait intéressant, les effets des champignons magiques sont toujours associés à l'expérience psychédélique et avec nos résultats préliminaires, ce qui peut être problématique. Alors qu'avec nos résultats préliminaires, évidemment, le poisson ne nous a pas confirmé, mais l'activité de son cerveau semble indiquer qu'il potentiellement n'aurait pas ces effets psychédéliques-là associés. Donc, ça pourrait être vraiment intéressant là, d'un point de vue de développement d'un traitement pour ces maladies. Vraiment intéressant. Des huîtres de la France aux poissons, du Saint-Laurent. On retourne de l'autre côté de l'Atlantique avec, monsieur Franck Zal, qui va nous parler d'un ver marin, je crois. Oui, bah, bonjour à tous. Merci beaucoup, de votre invitation. Je suis vraiment aussi très heureux d'être là parmi vous. Donc en fait, moi, je suis un peu comme, Charlotte, c'est-à-dire que je me suis intéressé au milieu extrême, milieu extrême, donc j'ai été pendant 15 ans chercheur au CNRS. Je m'intéressais en fait, aux vers marins. Alors pourquoi les vers marins? Les vers, en fait, c'est à peu près 10 000 espèces et ce sont les premiers organismes qui ont quitté en fait l'océan, en passant par la plage, donc on va parler de la rénicole, mais au démarrage, je me suis intéressé aux vers qu'on trouve, au niveau des sources hydrothermales profondes, qu'on appelle des alvinea ou des riftia pachyphylla, des grands vers géants et je m'intéressais en fait à la vie de ces vers en présence de poison qui est l'hydrogène sulfuré. Donc j'ai décrit ce mécanisme qui était intéressant, mais j'étais hyper frustré parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était de travailler sur le vivant et quand vous êtes au large des Galapagos et que vous devez rentrer en Bretagne, il faut congeler les animaux et donc ça me plaisait pas et donc, j'ai trouvé un autre organisme, en fait, de référence sur la plage, qui est, Arenicola marina. Donc vous voyez ces traces, en fait, en vous baladant sur la plage, en fait, c'est des traces qu'il laisse parce qu'il mange du sable, c'est un psammivore et en fait, la question qui m'a intéressé, alors ça a intéressé personne, je peux vous dire, c'était comment un ver comme ça est capable de respirer entre la marée haute et la marée basse? Vous arrivez pas à respirer sous l'eau, moi non plus. Par contre, lui, il vit dans 2 milieux différents et ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre comment ce ver était capable de respirer entre les cycles de marée. Je me suis focalisé sur le sang de cet animal. En fait, il a un système vasculaire, c'est un invertébré, il a un système vasculaire, il a un cœur, en fait, à l'avant de l'animal et en fait, j'ai trouvé chez cet animal, qui a 450 millions d'années, en fait, une hémoglobine, on peut passer à la diapositive suivante, une hémoglobine que vous avez ici, en fait, qu'on appelle M101, qui est une hémoglobine extracellulaire qui est, en fait, l'ancêtre de vos globules rouges, de vos hémoglobines à vous. Cette molécule n'est pas du tout encapsulée, elle est complètement, en fait, externalisée et en fait, cette molécule a une capacité de lier 40 fois plus d'oxygène qu'une hémoglobine, humaine. Donc l'hémoglobine humaine, vous avez un peu la taille à côté. Donc tout ça, normalement, en fait, chez les humains, chez les vertébrés, c'est encapsulé dans des globules rouges. Ici, c'est extracellulaire et donc cette molécule, je l'ai complètement décrite, caractérisée, en fait, du gène, du cDNA, en fait, à la structure quaternaire et puis finalement, je me suis aperçu que cette molécule était extrêmement intéressante dans un domaine médical. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de faire le lien entre l'environnement, en fait, la plage et le domaine médical. Les médecins me parlaient, en fait, d'une problématique qui n'était pas résolue depuis des années, qu'on appelle l'ischémie et la reperfusion. L'ischémie, c'est quand vous avez des problèmes de circulation sanguine, notamment par des thrombus ou d'autres éléments qui vont bloquer la circulation sanguine et la reperfusion, en fait, c'est quand vous allez enlever ce thrombus et avoir un apport d'oxygène massif qui va créer aussi des problèmes. Et en fait, moi, j'ai fait le lien entre l'ischémie et la reperfusion. L'ischémie pour le ver, c'est la marée basse. La reperfusion pour le ver, c'est la marée haute. Et en fait, j'ai montré que cette molécule était extrêmement importante pour aller en fait, développer des applications thérapeutiques, donc qui permet d'oxygéner une cellule, un tissu, un organe, un organisme
Et puis en 2007, donc j'étais pendant une quinzaine d'années au CNRS. En 2007, je décide de quitter le CNRS, donc je démissionne pour amener cette molécule vers le bloc opératoire. Et aujourd'hui, en fait, cette molécule est utilisée dans un tas d'applications médicales. Donc, en fait, on utilise cette molécule. Alors, vous allez voir, en fait, dans une application qui est ici, en fait, un petit flacon qu'on appelle Hemodolife. C'est un produit qu'on utilise pour la préservation des greffons en attente de transplantation. On a des produits, en fait, pour la cicatrisation et donc peut-être que vous avez entendu parler, pour ceux qui sont en tout cas, en fait, en Europe, du drame de Crans-Montana, mais en fait, peut-être pas en Amérique du Nord. En fait, on est en train de traiter, en fait, des patients qui sont brûlés, donc qui ont été brûlés dans une boîte de nuit, en fait, la nuit du 31 au 1er janvier et donc qui ont été brûlés au 2e, 3e degré. Donc ce produit est aujourd'hui utilisé avec succès, en fait, au CHUV de Lausanne, donc par des médecins. Et sinon, on développe d'autres applications dans le domaine dentaire, les maladies parodontales, les périimplantites. On développe également ce produit dans tout ce qui est, notamment avec, des collaborations qu'on a avec Montréal dans le traitement du glioblastome, donc qui marche très, très bien ou dans la conservation des biopsies cancéreuses. Donc, vous voyez, c'est une application multiple. En fait, c'est toujours une molécule qui vient d'un verre que tout le monde a vu, tout le monde marchait dessus ou allait à la pêche avec. Et en fait, c'est la façon de regarder un organisme dans un autre angle. Moi, je me suis pas demandé si c'était un bon appât pour aller à la pêche au bar, mais c'est le même objet. J'ai posé une autre question et là, on est en train de révolutionner des pans entiers de la médecine grâce à cette technologie. C'est extraordinaire. Merci d'être là, Monsieur Zal. Et puis, finalement, on revient de l'autre côté de l'Atlantique avec Samuel Fortin. Là, on est dans Bonjour, le très petit. oui, exactement. Bon, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, moi, je suis vraiment, dans le fond, tout ce que vous avez entendu, ben, je l'ai vécu il y a à peu près une vingtaine d'années lors de mon arrivée ici à Rimouski au Centre de recherche sur les biotechnologies marines. Donc, on avait un projet de recherche qui était vraiment d'aller faire une bioprospection sur tous les coproduits de la pêche. Donc, autrement dit, aller voir les pêcheurs du Saint-Laurent ici et de voir si, avec les coproduits, donc la fraction qui n'était pas valorisée, on ne pourrait pas trouver, dans le fond, des molécules super intéressantes. Donc, à peu près en 2008, on a découvert, à partir, dans le fond, d'un coproduit de poisson gras, une nouvelle forme d'acide gras oméga 3. Tout le monde connaît les oméga 3 d'huile de poisson, mais nous, on a découvert, dans le fond, une légère modification de l'acide gras sous forme de monoglycéride qui le rend beaucoup mieux absorbé et beaucoup mieux, dans le fond, disponible lors de la digestion. Donc, au début, on est parti d'un coproduit de poisson, puis l'idée, ben, c'était, on a fait la majorité des tests in vitro et tout ça pour déterminer l'activité biologique. Mais ce que j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui arrive après. Lorsqu'on a trouvé la molécule et le gap, si on veut, ou le chemin qu'on doit faire pour en arriver à un produit qui est commercialement disponible. Comme vous pouvez voir à la droite de votre écran, nos suppléments présentement qu'on commercialise en Amérique, en Asie et un peu partout sur la planète. Donc, autrement dit, au début, on peut utiliser le poisson, bien entendu, les coproduits du poisson, mais en parallèle à ça, comme vous pouvez voir sur l'image en bas à votre gauche, on a aussi les microalgues. Donc, les oméga 3, ils proviennent, dans le fond, de microalgues. Les poissons se nourrissent de microalgues et c'est pour ça que les poissons ont des oméga 3. Donc, présentement, on a deux procédés à l'échelle industrielle qu'on peut faire, soit à partir des poissons ou des coproduits des poissons ou des microalgues. Les deux ensemble, on les met à l'échelle industrielle. Comme vous pouvez voir ici la photo de notre usine, de notre partenaire en Europe. Donc, c'est plus à l'échelle du gramme, on est rendu à l'échelle de la tonne métrique. Et dans le fond, le plus petit volume qu'on est capable d'avoir, comme vous voyez, ben, c'est un baril. Un baril comme un baril traditionnel de 200 kilos. Donc, on est rendu à mettre à l'échelle, donc on l'a fait, et maintenant, on produit à une échelle industrielle notre dérivé d'oméga 3 pour ensuite en faire des gélules, comme vous voyez, et ensuite la mise en pot pour une commercialisation. Donc là, on parle d'un volume par année de millions et de millions de gélules pour être capable, dans le fond, de fournir le marché des suppléments alimentaires et spécifiquement, dans notre cas, des dérivés d'oméga 3. Donc aujourd'hui, je vais vraiment vous parler, c'est quoi les prochaines étapes qui attendent mes collaborateurs ici lorsqu'ils auront vraiment identifié la molécule ou le groupe de molécules responsables. Ensuite, pour une commercialisation, il faut vraiment une mise à l'échelle. C'est formidable. Merci à vous quatre d'être là. Et ben, j'ai envie de commencer notre discussion par, par une question, en fait. Pourquoi la mer fabrique
des molécules extraordinaires. Donc, est-ce qu'il y a moyen de comprendre l'espèce de moteur biologique derrière cet Eldorado thérapeutique? Et mes premières questions vont aller à Charlotte Corporo de l'Ifremer. Vous étudiez le métabolisme des huîtres pour mieux comprendre celui des cellules cancéreuses humaines, entre autres. Et qu'est-ce que l'huître fait mieux que nous pour, pour être capable d'avoir ce potentiel-là? Alors c'est ça qui est tout à fait incroyable, c'est que mon objet de recherche, donc l'huître, au laboratoire, comme je vous le disais, c'était pour, aider, à comprendre la santé de cet animal, aider à améliorer, les pratiques, d'ostréiculture puisque donc, c'est l'espèce Crassostrea gigas, donc c'est l'huître creuse qui est élevée sur nos côtes et en fait, on s'aperçoit quoi? On a mesuré, on a développé des capteurs qui nous ont permis, donc là, je vous ai montré un petit exemple, on a fabriqué un petit capteur interne dans l'animal parce Oh. que comme Franck, on s'est posé la question: «Mais comment elle vit cet animal? Comment c'est quoi vraiment son réel de vie quand je la vois là, la marée basse, la marée haute, sur la côte et cetera?» Et donc on a fabriqué un capteur qui nous a permis de démontrer le suivi réel de l'environnement physique que les cellules de l'huître sont capables de supporter dans leur vie en fonction des marées hautes et marées basses. Donc, qu'est-ce qu'elle fait l'huître de mieux que l'homme? En fait, elle s'adapte énormément à un milieu extrême. Ça veut dire qu'elle est capable de proliférer et de résister à des stress multiples. C'est ce qu'on appelle des conditions multistress. C'est quoi une condition multistress? Franck l'a très bien décrit, c'est par exemple une absence d'oxygène. Une absence d'oxygène, c'est une crise cardiaque. Le multistress de l'huître, c'était aussi, une diminution du pH très, très forte, une acidose métabolique. C'était aussi une température qui montait très vite et qui redescendait très vite. Donc en fait, c'est des multistress combinés dans ces cellules d'huîtres auxquelles elles sont, capables en fait de résister. Et donc ce qu'on a découvert en fait, c'est qu'on s'est posé la question: «Mais comment c'est possible qu'une cellule animale qui a une base biochimique universelle par rapport à une cellule animale d'humain, parce que moi je venais du monde de l'humain, je venais des mécanismes des cellules humaines, comment c'est possible que cette cellule animale de l'huître puisse résister à tout cela en même temps? À ces variations hyper dynamiques de la physique, alors que nous, les humains, notre On n'est cellule pas normale n'est capable. pas capable de résister à ça, d'accord? Si on a un petit stress, on va mourir. Si on est homéostasique, on doit conserver des conditions homogènes. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est que les seules cellules humaines capables de résister à des multistress qui sont mimétiques de ceux de l'huître, ce sont les cellules cancéreuses. Et ça, c'est passionnant. Ça veut autrement dit, nous, en restant dans notre domaine de biologiste marin, en continuant d'étudier ces mécanismes propres de nos cellules animales, de nos animaux marins, en l'occurrence l'huître, qui vit dans son milieu extrême, en travaillant sur ces résistances de mes cellules de l'huître, je suis en train de travailler, et c'est ce que j'ai fait avec des collaborateurs à l'INSERM, d'ailleurs ils sont aujourd'hui connectés, on est en train de travailler pour mieux comprendre les résistances des cellules cancéreuses humaines, puisque c'est les seules qui sont capables de résister à un environnement aussi extrême. Alors ça, c'est assez récent, hein. Ça a été découvert, il y a pas très longtemps, il y a au moins 5 ans, hein, que le micro-environnement de la tumeur autour des cellules cancéreuses est extrême. Acide, chaud, pauvre en oxygène, il y a beaucoup d'hypoxie dans la tumeur et cetera et à tel point que, les chercheurs avec qui on collabore, de Nice, par exemple, ou de Paris eh bien, ils font partie d'une société savante qui s'intéresse complètement au micro-environnement de la tumeur. C'est presque que des physiciens et des biologistes, voilà, ils se mettent tous ensemble, ils se disent: «Comment c'est possible, qu'on ait, des cellules cancéreuses qui résistent à autant de stress, alors qu'une cellule normale, n'est pas du tout capable?» Puis est-ce que le fait de travailler sur des animaux marins, c'est un meilleur laboratoire du cancer que les modèles traditionnels sur des animaux classiques? Parce que normalement, on fait de la médecine, on fait de la recherche, on travaille sur des animaux de laboratoire ou encore sur des cellules humaines. Qu'est-ce qui rend ça différent quand on se tourne vers la mer? Alors, c'est exactement la question que j'ai posée quand je suis allée voir mes collègues de la biologie du cancer, parce que j'ai dit: «En fait, est-ce que vous avez l'impression qu'on peut avoir un atout par rapport à vous, vos modèles?» En fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que quand on est biologie du cancer, on a soit des cellules normales, soit des cellules tumorales. On n'a pas l'entre-deux. On n'a pas le chemin de l'un à l'autre. On n'a pas la cellule normale qui, sous nos yeux, devient tumorale ou et vice versa. On n'a pas cette plasticité. On n'a pas cette évolution dynamique des défauts que va accumuler la cellule normale pour devenir cancéreuse, d'accord? C'est-à-dire qu'on peut mesurer 2 états. Nous, ce qui est super intéressant, c'est que dans les cellules de l'huître,
Alors attention, hein, les cellules de l'huître ont une caractéristique des cellules cancéreuses, d'accord? C'est pas des cellules cancéreuses. Ce qu'on a découvert, c'est que la résistance des cellules de l'huître mime la résistance des cellules cancéreuses et la résistance des cellules cancéreuses, c'est une des caractéristiques du cancer, d'accord? Donc c'est un facteur, en fait, qu'on étudie vraiment, c'est un socle. En Donc, revanche, ce qu'on vos voit, huîtres c'est sont que pas malades. voilà, les huîtres n'ont pas voilà, c'est pas du vous mangez des huîtres, vous n'aurez pas le cancer, pas du tout. On parle d'une brique sur les 8 caractéristiques qui font Mhm. qu'on est cancéreux, d'accord? Donc c'est vraiment une des caractéristiques. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est ça, c'est qu'on a le curseur pour aller de «je suis une cellule normale de l'huître» à «je réponds au multistress» et là, je mime la résistance du cancer et je peux aussi la redescendre. Puisque mon animal, je peux le monter sur la plage, je peux le redescendre. C'est très Mhm. plastique et donc l alors le on était très motivés, on a eu des projets donc avec nos collègues de la biologie du cancer. Il nous manquait une échelle pour vraiment travailler sur ces petits mécanismes vous voyez, de différence. Il faut qu'on comprenne tout, en fait, parce que si on comprend tout le chemin, on peut mieux attaquer le chemin et ce chemin de normal versus, comment dire? Adapté au multistress, c'est le chemin que font les cellules cancéreuses. Donc on veut Mhm. essayer de mieux comprendre tout ça et en fait, il nous manquait une échelle et là, on a une postdoctorante, d'origine brésilienne qui a passé 4 ans à l'Ifremer et qui nous a permis d'atteindre l'échelle qu'on voulait, c'était l'échelle cellulaire. Il nous fallait des cellules d'huîtres sous nos Ouais. yeux, dans nos laboratoires, pour faire ce petit cheminement, pour bien comprendre comment elles font et donc là, on commence à toucher du doigt la vérité, je veux dire, puisque donc on arrive à avoir nos petites cellules, au laboratoire. Et puis ça doit être complètement excitant. Est-ce qu'on est encore dans la science exploratoire ou on commence à identifier des pistes de thérapie, des pistes thérapeutiques concrètes? Alors c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on est très fondamental encore et en fait, on entrevoit énormément comment dire? De connaissances qui vont être très utiles pour les chercheurs en biologie médicale. Vous savez, en France, on est assez, répartis entre, biologie, on va dire sciences environnementales ou sciences médicales. C'est pas exactement les mêmes mondes. Donc nous, on est à l'interface des 2, mais en fait, on va jusqu'au chemin d'expliquer les mécanismes mis en jeu. Alors je veux juste rappeler que cette résistance, au multistress, en fait, elle a un nom, hein. C'est un chercheur allemand, Otto Warburg. C'est l'effet Warburg. Otto Warburg, c'est un chercheur allemand qui a fait d'abord, une thèse en chimie, en biochimie et ensuite il a fait une thèse en médecine. Donc lui, il a pu faire les 2 puisque nous, en France, on peut pas trop faire les 2. C'est l'un ou l'autre, hein, L'un Franck ou pourra l'autre. me con voilà, exactement et donc en fait, il a fait les 2 et c'est lui qui a découvert cet effet Warburg qui est la régulation de la cellule cancéreuse, d'accord? C'est un métabolisme atypique, qui est responsable de la résistance au multistress des cellules cancéreuses. Donc nous, c'est ça, c'est l'effet Warburg qu'on a, vu, reconnu dans nos cellules d'huîtres. Donc maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est travailler, bien sûr, comme on sait le faire, étudier les gènes, les protéines et les molécules associées à cet effet Warburg et voir tout ce qui contrôle cet effet Warburg. Donc ça reste très fondamental, c'est vraiment ce qu'on sait faire à l'Ifremer, d'accord? C'est travailler sur nos connaissances dans nos animaux à l'échelle, effectivement des molécules. En revanche, ce qui va être très intéressant, c'est qu'on s'associe tout de suite, au laboratoire en biologie médicale puisqu'en fait, on a déjà preuve d'extraits d'huîtres qui fonctionnent. En revanche, un Wow. extrait d'huître, comme vous l'avez vu avec nos autres collègues qui ont parlé, un extrait, ce n'est pas une molécule ou un produit final. Donc on Mhm. avance pas à pas. Ben, on avance justement dans cette évolution-là, puis on reste encore dans les molécules et dans la recherche. Les huîtres, on voit un peu à quoi ça ressemble. On sait que c'est typique des milieux marins. Là, je vous amène avec Félix-Antoine à un autre type d'organisme qui n'est pas intuitif quand on pense à la mer, les champignons, pratiquement inconnus du grand public. Pourquoi c'est une mine d'or moléculaire à l'heure actuelle, Félix-Antoine, de travailler sur les champignons marins? Ben, c'est une excellente question. En fait, tu l'as, très bien introduit. Heu, Mis à part une espèce, maintenant quelques-unes, mais la plus connue de champignons classique qui va donner un pied et un chapeau, dans un milieu, je dirais, côtier marin. En fait, on dit complètement submergé. La grande majorité des champignons marins sont dans l'autre classe, donc dans les moisissures et incluant les levures. Mais nous, on s'intéresse à notre laboratoire particulièrement aux champignons à plusieurs cellules, donc champignons microscopiques de type moisissure. Puis, ben, on les voit pas, donc ça frappe l'imaginaire. Puis aussi historiquement, malheureusement, hein, c'est un des organismes, les plus mal aimés, que ce soit,
au niveau du grand public. C'est associé au diable et aux sorcières, là, initialement. Puis euh, aussi des scientifiques, parce que souvent un contaminant de nos milieux de culture, Ah difficile, oui. agent de contrôle antifongique, pas très efficace. D'ailleurs, l'Organisme mondial de la santé, en fait, pointe les champignons comme la nouvelle, très désolé de vous faire peur, là, grande menace. Là. Donc, il y a les bactéries super résistantes aux antibiotiques, mais probablement que les champignons là, vont les surpasser en termes de menaces potentiellement. Donc, ça, c'est une chose. Puis, ben, on les connaît pas beaucoup. Virtuellement, dans le fleuve Saint-Laurent, qui est notre terrain de jeu, il n'y avait rien de connu sur les champignons pluricellulaires, là, donc à plusieurs cellules. Il y avait un peu d'informations sur les levures. Puis, ben, vous l'avez aussi mentionné en introduction, euh, pénicilline ou autres molécules. On sait déjà que les champignons, c'est intéressant. Puis, comme mes collègues, hein, on parle de milieu qui est extrême ou en fait plus compliqué d'aller échantillonner. Donc, ben, c'est aussi pour ça, comparativement aux plantes des forêts amazoniennes ou autres, là, il faut travailler un peu plus fort puis être un peu mieux équipé. Donc, c'est aussi pour ça. Puis finalement, vous avez aussi mentionné en introduction qu'il y avait euh, environ 10% des organismes qui étaient connus au niveau des milieux aquatiques. Ben, en fait, on estime qu'on connaît 1% des champignons Ouais. globalement. Puis quand on va au niveau des champignons marins, c'est entre 0,1 et 0,01% qui sont connus. Donc, sans surprise, le fait qu'on en connaisse peu et qu'il y a tant à découvrir et qu'on sait qu'ils ont un potentiel de production de molécules, ça en fait vraiment un intérêt très marqué là, pour découvrir des nouvelles molécules. Ben, pour les champignons en soi, mais dans les champignons qui vivent dans la mer, est-ce que vous commencez déjà à découvrir des molécules que les champignons standards ou ceux qu'on connaît du terrestre peuvent pas fabriquer? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial dans la mer? Ben, la réponse simple, c'est oui, il y a quelque chose de spécial. La réponse un peu plus compliquée, c'est qu'on est en train, comme il y a peu de choses connues, quand même, de décrypter tout ça pour s'en assurer, mais il faut faire la distinction là, des champignons marins. Il y a les champignons marins qu'on dit obligatoires, donc ceux qu'on trouve seulement dans l'eau, qui est Mhm. l'infime minorité, là, donc c'est la plus petite partie des champignons. Les autres, ben, de par les cycles d'inondation et de mouvement des plaques, donc des champignons qui sont terrestres, qui sont aquatiques et vice-versa, qui changent. Donc, ceux-là ont leur alter ego terrestre ou marin. Mais pour ceux qui sont marins obligatoires, sans surprise, ils produisent des molécules que les autres ne produisent pas. Parce qu'il y a une règle en biologie, en fait, c'est toujours l'équilibre entre l'énergie qu'on est capable d'emmagasiner et celle qui est le coût énergétique à produire quelque chose. Puis Mhm. ça, la vie fait en sorte qu'il n'y a aucun organisme ou très peu, en tout cas, tous les organismes essaient de consommer moins d'énergie, en fait, ben, c'est ça, d'emmagasiner le plus d'énergie puis de moins en consommer. Donc, les organismes ne gardent pas euh, des sentiers de production de molécules qui n'ont plus de besoin. Donc, un champignon qui était sur la Terre et qui est rendu dans l'eau n'a plus nécessairement besoin des mêmes aptitudes, donc il va modifier ses aptitudes pour répondre à son nouvel environnement. Donc, il produit des nouvelles molécules ou des molécules euh, avec une petite modification, comme Samuel a mentionné tout à l'heure, des nouvelles des nouveaux oméga-3 avec un groupement additionnel. C'est le genre de modification là, fonctionnelle que les micro-organismes font. Puis nous, on a en fait un exemple donc d'un champignon qui est à la fois terrestre et marin qu'on a isolé. En fait, on a isolé différentes souches sur la côte et à différentes profondeurs du fleuve Saint-Laurent. Puis il faut savoir que euh, les molécules d'intérêt biocide, souvent, sont associées à un pigment, puis les pigments peuvent servir à se protéger du stress. Puis en fait, on a démontré que notre champignon qu'on a isolé le plus profondément dans l'eau est celui qui produit euh, la plus grande quantité, puis le plus grand spectre de molécules biocides, donc antibactériens, antifongiques. Puis on explique ça potentiellement avec sa production de pigments supplémentaires, vu qu'il n'est Mhm. pas habitué d'être dans ces conditions-là. Il a dû s'acclimater. Puis la nourriture est aussi plus faible, donc c'est plus intéressant pour lui de compétitionner avec son environnement, donc il sécrète plus de molécules
antibactérienne, antifongique pour s'assurer de pouvoir se nourrir lui-même. Donc, c'est une adaptation, là. Puis une des adaptations aussi que vous étudiez dans votre équipe, c'est vraiment, ces pistes de médicaments-là. L'exemple de la dépendance aux opioïdes que vous avez mentionné, en introduction, moi, j'aimerais vraiment ça en savoir plus sur ça parce que c'est complètement fascinant, c'est la première fois qu'on se tourne vers la mer pour s'attaquer à ce genre de problématique-là, j'imagine. Ben, naïvement, j'ai pas d'autres exemples, donc je veux pas dire qu'on est les seuls, mais, j'ai pas vu d'autres exemples. Puis effectivement, ben, je l'ai mentionné un peu, en introduction, en fait, cette famille de molécules-là qui, heu a une action sur des récepteurs qui sont impliqués dans la dépendance, c'est connu. Mais cette grande famille de molécules-là n'est pas seulement associée aux champignons terrestres et aux champignons marins. Puis en fait, comme on a dit que la pression de l'environnement pouvait modifier, puis que pour l'instant, il n'y a pas de molécule qui diminue cette dépendance-là de façon très efficace, on a été un peu opportuniste, là. Euh, Sans mauvais jeu de mots, on a lancé une bouteille à la mer et on s'est Ça dit marche. parce que c'est évidemment, c'est une approche qui est, moins, je dirais, moins utilisé, là, du moins par les grandes compagnies pharmaceutiques depuis l'avenue de la bioinformatique où ils peuvent modéliser parce qu'il y a beaucoup d'argent à chercher dans tout puis à espérer tomber sur une molécule. On aime Mmh. mieux rétrécir le champ de vision, mais n'empêche qu'en rétrécissant le champ de vision, c'est souvent une erreur ou quelque chose d'inattendu qui fait des grandes découvertes scientifiques, là. Donc, c'était un peu l'approche. Puis nous, on pouvait se le permettre. Donc, c'est comme ça qu'on a décidé d'essayer, puis on a été chanceux, en fait. Il y a beaucoup de chance dans ce type de recherche-là. Puis comment ça marche, en concret, d'avoir ce poisson-là ou ce médicament-là qui est testé sur les poissons pour, répliquer la dépendance aux opioïdes? Oui, ben, en fait, pour rendre le poisson dépendant, Ouais. c'est le système là, de l'aquarium avec les 2 plateformes, en fait. C'est vraiment mimer une exposition là, comme chez l'humain. En fait, il faut savoir que le poisson a toute la même famille des récepteurs de dépendance, là, puis a aussi, par la même occasion, les symptômes de sevrage. Donc, c'est un excellent modèle pour tester ce genre de, pauvre lui, malheureusement, c'est un excellent modèle pour tester ce type de dépendance. Puis, c'est de le mettre en exposition. Tu sais, les poissons, on les met dans des nouveaux environnements, sont très curieux, ils vont aller voir les plateformes. Bon, au début, il n'y a pas une plateforme qui est plus intéressante parce que, ben, il y a le profil de dépendance n'est pas encore installé. Ils vont aller sur la plateforme dont il y a un diluant avec aucune molécule de type opioïde. Ils vont aller sur l'autre. Puis au fur et à mesure, comme nous, à force de consommer ces molécules-là, le poisson devient dépendant et ben, rétrécit les intervalles parce il est en sevrage, en fait, là. Donc, il va de plus en plus souvent. Puis, ben, de façon très simple, ensuite, nous, on produit des molécules, on mélange, en fait, à l'extrait sur la plateforme. On les rend dépendants, puis après, on fait un mélange avec l'opioïde en question. Puis, au fur et à mesure, il est de moins en moins intéressé à aller vers cette plateforme, en fait. Euh, puis il faut faire la distinction aussi, puis ça, c'est juste pour fermer la parenthèse, c'est en caractérisation, mais il y a une comme on peut pas interagir, avec le poisson, il y a beaucoup Ben oui. d'imagerie cérébrale qu'on fait, puis avec, Mmh. la littérature, mais il faut faire la distinction avec différents tests entre est-ce qu'il est moins intéressé ou il est rendu amorphe? C'est certain que si, il est complètement paralysé puis qu'il ne va plus sur la plateforme, c'est pas parce qu'il est plus dépendant, c'est parce que la molécule l'endort, là, donc c'est un Mmh. sédatif. Donc il y a ça à caractériser de l'autre côté aussi. Puis une des choses qui est particulière aussi dans vos travaux, c'est que, bon, vous travaillez sur le Saint-Laurent. Souvent, quand on parle de biotechnologie, on pense à des molécules, de l'Amazonie, la forêt tropicale. Puis, en parallèle, si on est dans les biotechnologies marines, on aurait tendance à penser que les mers tropicales sont peut-être plus riches dans ce potentiel-là. Comment ça se passe de travailler au Québec ou dans le froid pour, ce genre d'études-là? Est-ce que ça rend ça différent? Ben, effectivement, ça rend ça différent. Heu
minimalement au point de vue logistique, mais ça rend la chose très intéressante. En fait, le Saint-Laurent est un écosystème passionnant puisque je dis un écosystème, mais je devrais dire des écosystèmes, hein. Il y a un gradient de salinité, il y a différents niveaux de profondeur. Donc, euh, la même espèce peut avoir une pression différente et donc nous donner des profils moléculaires différents. Donc, c'est très intéressant. Euh, Puis, ben, les saisons ont une influence aussi, même si la température extérieure et la température en dessous de l'eau ne varient pas autant. Mhm. Il y a quand même un effet. euh, faut se rappeler aussi que ben, ces micro-organismes-là, on peut penser tout de suite à ceux qui sont en contact ou à symbiose avec les végétaux, mais il y a les microbiotes des animaux aussi. Puis en fonction des saisons, des cycles de reproduction, ça ne sera pas les mêmes chemins, la même faune aux mêmes endroits. Donc, il y a aussi ce brassage-là qui peut nous permettre de découvrir différentes espèces, puis euh, de faire des belles découvertes, en fait. Oui, ben déjà, on voit que la mer produit des molécules extraordinaires. Ça, on le comprend bien avec les huîtres, les champignons. Là, j'aimerais vous amener du fond de l'océan jusqu'à ses applications officielles dans la médecine. Et je me tourne vers Franck Zal maintenant. D'abord pour mentionner que ces molécules extraordinaires sont décrites, entre autres, dans un livre qui s'appelle Un trésor sous le sable, qui a été publié par Franck Zal il y a quelque temps. On va vous mettre le lien vers le livre dans la boîte de chat pour ceux que ça intéresse. Ils seront aussi dans les notes de cet épisode-là lorsqu'on le rediffusera. Mais bon, avec ce qui se passe en ce moment, puis on se souvient tous de la tragédie à Crans-Montana. Il y a quelques années, on a eu un peu le même genre d'incident, de tragédie avec Mégantic au Québec. Et travailler avec des jeunes comme ça qui sont victimes de grands incendies, ça touche l'imaginaire et c'est profondément triste. Et avec vos travaux, Franck, vous avez vraiment la preuve vivante que la biotechnologie marine peut devenir de la médecine concrète. Donc, comment ça se passe du côté de quand on transforme la connaissance en innovation, comment ça se passe exactement? Alors, bah, c'est un peu un chemin, c'est ce que disait, Charlotte, c'est pas eureka, je me lève le matin, j'ai fait une découverte. C'est des années et des années et des années de recherche. Là, en fait, c'est une finalité, ça fait 25 ans de ma vie que je travaille sur ce thème-là. Donc 25 ans, un quart de siècle, c'est énormément de temps, et donc en fait, ça commence par de la recherche fondamentale, des questions et cetera. Mais pour revenir aussi, en fait, à ce qui a été dit, c'est que il faut voir, en fait, d'où on vient. En fait, l'océan, c'est le berceau de l'humanité. En fait, on vient tous Mmh. de l'océan. Donc il y a énormément de processus physiologiques, de processus métaboliques qui sont nés dans l'océan, et il faut savoir que nous, on n'est rien par rapport à l'océan, en fait. Là, autour de cette vidéo, on est des homo sapiens, on a que 300 000 ans, alors que la vie est apparue dans l'océan il y a 3,8 milliards d'années. Juste pour vous donner une idée, parce qu'en fait, tout ça, on ne sait pas ce que c'est 3,8 milliards d'années. En fait, ce ver, le ver dont on va parler là pour, Emiling, ou pour ce que l'on fait en fait dans les marinas, il a 450 millions d'années. Les dinosaures ont disparu à la surface de la Terre il y a 66 millions d'années, et l'ancêtre commun de nous tous là, c'est Lucie, c'est 3 millions d'années. Donc vous voyez, on est rien par rapport à toute cette évolution, et donc en fait, c'est un cheminement. C'est-à-dire que l'innovation, elle n'est pas dans un laboratoire, elle naît à l'interface. Charlotte, Félix Antoine parlaient en fait des relations qu'il avait avec d'autres domaines. En fait, on se nourrit d'autres domaines. Samuel aussi, en fait, quand il parle de chimie, quand il parle de modification de produits et cetera. En fait, on peut être des cadors, en fait, on peut être des scientifiques dans nos laboratoires, des super bons avec des Lancet ou des TAS ou des Nature, mais ça, c'est pas ça l'innovation. L'innovation, c'est d'aller se confronter, en fait, à un autre monde. Moi, mon monde, c'était le monde de la biologie marine, le monde de la science, le monde du silence, alors qui est pas vraiment silencieux, mais le monde de Cousteau, où en fait, c'était vraiment d'aller identifier des organismes marins. Mais ça, c'est bien, c'est un peu de la description, c'est ce qu'on a fait au démarrage, la taxonomie, le nombre d'espèces qui existent dans l'océan. Mais après, c'est d'essayer de se poser des questions et en fait d'aller voir, en fait, voilà, j'ai une idée, aller voir un médecin, aller voir un physicien, aller voir un chimiste. Et puis là, il va lui dire: «Non, tu dis n'importe quoi, oui, je pense que c'est ceci», et on avance pas à pas, en fait. Et donc c'est vrai que c'est un peu magique
de transformer, en fait, la recherche qui était dans un article scientifique au démarrage, en produit et en vies sauvées, en nombre de vies sauvées. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand je discute avec, les médecins qui utilisent nos technologies, c'est assez incroyable parce que finalement, vous avez découvert ça et puis vous transformez en application et vous voyez, en fait, ces gens qui sont sauvés, les familles qui disent merci. On a fait différentes choses. Alors bien évidemment, on parle de Grand Montana, mais on a fait des greffes de face, des greffes de bras, on a fait des greffes de reins et cetera et cetera, et c'est la transformation de cette recherche fondamentale en application. Et donc ça, c'est magique. Et en fait, l'océan pour moi, c'est alors, en jeu de mots, alors je sais que au Canada ou au Québec, on n'aime pas l'anglicisme, mais en fait pharmacie, si, la mer, en fait, c'est la pharmacie de la vie, en fait. Toutes les Mmh. molécules, en fait, sont nées dans l'océan et en fait, il y a énormément de choses encore à découvrir et on en est qu'au préambule. La difficulté de l'océan, c'est que et d'ailleurs, vous allez voir, en fait, tout le monde parle de la plage, en fait. La plage, l'estran, parce que là, on peut y aller avec nos bottes, notre fourche et notre seau pour aller chercher des organismes et on a du mal à aller plonger à 4000 mètres de fond avec une bouteille, sur le dos. Ça, il faut des sous-marins, il faut des choses un peu plus complexes et en fait, beaucoup de biomolécules sont issues, en fait, de la zone de balancement des marées parce que c'est un milieu extrême et vous allez entendre parler tout le monde. En fait, je trouve que le dénominateur commun de nous tous, ça, c'est le milieu extrême. En fait, c'est extrême, c'est là que se passent, en fait, les modifications qui sont extrêmement visibles pour en faire des découvertes, des innovations. Parce que c'est un phénomène, c'est un milieu facile d'accès et c'est un milieu où il y a eu, en fait, des adaptations monstrueuses. Et ce qui est intéressant, je pense, entre nous, là, ce qui est intéressant, c'est l'absence de spécialité. C'est-à-dire que pour moi, en fait, ce qui a drainé ma science, c'est ce on appelait ça la physiologie comparée, l'écophysiologie. C'est de se mettre en relation, en fait, l'évolution des systèmes avec l'évolution des espèces. Essayer de comprendre pourquoi une espèce colonise tel ou tel environnement. Et donc ça nous ouvre, en fait, des perspectives énormes. Donc moi, en fait, ma science, en fait, mon milieu d'expertise, c'est pas uniquement l'arénicole, c'est d'où on vient, d'où on vient. Donc en fait, il faut savoir qu'on vient d'il y a 3,8 milliards d'années, encore une fois, mais comment on est arrivé jusque-là, jusqu'à ce webinaire? C'est tout simplement parce qu'il y a des événements qui se sont passés. La photosynthèse qui a permis la création d'oxygène, l'oxygène qui était toxique pour les organismes anaérobies. Et on a évolué dans un milieu qui est de plus en plus riche en oxygène et est apparu des molécules. Les molécules qui nous permettent d'éviter de mourir, en fait, si on a un organisme anaérobie, c'est les hémoglobines. Les hémoglobines et l'oxygène sont apparus au démarrage. Les chloroplastes, les pigments respiratoires, les mitochondries, qui étaient en fait avant des bactéries, qui sont en ce donc tout ce monde en fait de la vie, de l'évolution, nous permet d'avoir une vision globale en fait de cette innovation. Pour nous, je dirais pas que c'est facile, mais en fait, on est ouvert en fait à ça, à ne pas être spécialisé. Donc quand je vois le zébrafish, bah, je me dis: «Bah oui, bah, c'est normal parce qu'en fait, il a pas mal d'évolution». Quand je vois l'huître, je me dis: «Bah oui, bah, c'est normal parce que elle doit filtrer, elle doit se défendre avec des toxines et cetera». En fait, tout ça, c'est en fait, c'est un chemin, c'est vraiment un chemin et pour revenir en fait à ce que disait aussi Charlotte, bah, vous savez-vous que les sélaciens n'ont pas de cancer? Les requins n'ont pas de cancer. Pourquoi ils n'ont pas de cancer? J'en sais foutre rien, mais c'est peut-être intéressant d'aller voir et donc c'est toutes ces questions qui sont basiques, mais qui demandent des travaux de recherche fondamentale. Vous savez, aujourd'hui, on tape sur la recherche fondamentale, on doit trouver tout de suite. Mais non, mais on peut pas trouver tout de suite. On a besoin de recherche fondamentale pour avoir des applications. Et après, c'est l'ouverture d'esprit. C'est vraiment Mmh. les esprits qui sont les nôtres. En fait, curieux, vous savez, je pense que tous autour de cette visio, conférence ou webinaire, on est des gamins, hein. On se pose des questions: «Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi?» Les gamins se posent des questions: «Pourquoi papa? Pourquoi maman? Ça marche comme ça?» Bah, nous, on est des gamins, on se pose des questions autour de nous. Comment ça marche? Comment un verre est capable de respirer entre la marée haute et la marée basse? Et ça permet de faire des découvertes et aujourd'hui, en fait, quand on regarde les découvertes majeures, en fait, et j'aime bien parce que ce que disait Félix-Antoine, en fait, la pénicilline, c'est quoi la pénicilline? La pénicilline, c'est un pauvre champignon et en fait, sa poudre de champignon a donné les antibiotiques. C'est rien, c'est juste un champignon au démarrage et ça a révolutionné la médecine. Ça a sauvé des millions de vies, en fait, sur la planète en observant un pauvre champignon et donc ça, je pense qu'il faut apprendre à avoir, en fait, les yeux du gamin qui se pose des questions sur son environnement. Moi, je pense que la nature et l'océan, c'est une bibliothèque d'innovation. Il faut savoir lire ses livres au lieu de les brûler. Aujourd'hui, on brûle les livres. Ouais. Moi, j'ai pris le bouquin dans une bibliothèque, c'était marqué Annélide. J'ai ouvert le chapitre respiration et on est en train de révolutionner des pans entiers de la médecine. Donc ça, c'est pas de la magie, hein, c'est juste de la curiosité.
Oui. Puis qu'est-ce qui est le plus difficile? Est-ce que c'est prouver justement le potentiel médical, de certains organismes marins ou molécules ou convaincre, les humains, les autorités de régulation qu'un sang de ver marin, ça peut devenir un médicament? Alors c'est exactement ça, c'est le scepticisme. Donc pourquoi on irait travailler sur un zébrafish? Pourquoi on irait travailler sur une huître qu'on mange à Noël? Pourquoi on irait travailler sur une microalgue qui va donner en fait, tous ces potentiels? C'est le scepticisme et en fait, ça s'appelle en fait c'est Schopenhauer qui parlait en fait de l'innovation de rupture. L'innovation de rupture, il dit: «C'est un cycle de 15 à 20 ans». Vous voyez, nous on est à la fin, donc les gens ils commencent à en parler, on fait la une des journaux, on sauve des personnes et cetera. Mais ça, c'est 15 à 20 ans. Quand je suis allé voir au démarrage, en fait, les autorités, médicales en disant: «On allait sauver des vies avec un ver marin», j'étais l'abruti de service. En fait, Oui. c'était n'importe quoi. On n'allait pas sauver des gens avec un ver marin et puis après, on a continué à s'accrocher parce qu'il faut être passionné, c'est la persévérance, la résilience et puis là, c'était, mais il va vraiment nous injecter du ver marin, de l'hémoglobine de ver marin. Là, c'était dangereux. C'était, en fait, dangereux donc on allait lui foutre tous les bâtons dans les roues d'un point de vue réglementaire pour pas qu'il y aille et maintenant, les gens, vous savez ce qu'ils me disent? «J'y avais pensé avant toi». Et ben, c'est le cycle normal de l'innovation de rupture. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'on le sait que ça passe par ces 3 phases. On devrait raccourcir ces 3 phases, ça serait vachement bien, pour la santé publique. Mais en fait, on est toujours dans ce scepticisme quand une innovation naît. Et en fait, pourquoi aujourd'hui on a réussi à amener nos pansements extrêmement rapidement en Suisse? C'est quand il y a un drame. Vous savez, en fait, Fleming, en fait, donc on lui a dit: «OK, il a trouvé quelque chose d'intéressant». C'est quand il y a eu la Seconde Guerre mondiale. Soit on coupait la jambe d'un militaire, soit il mettait la poudre de champignons et on lui a sauvé la jambe. Bah, nous, là, en fait, il y a des centaines de personnes qui ont été, blessées à Crans-Montana, donc qu'est-ce qu'on fait? On les laisse, mourir ou on essaye de faire quelque chose? Et donc là, c'est la réglementation qui s'ouvre d'une façon extrêmement rapide. Parce qu'il faut faire quelque chose et toutes les innovations de rupture qui sont avancées, en fait, qui ont avancé, qui ont abouti, c'est souvent qu'il y a eu des drames à un moment donné. Parce que là, on se dit, on réfléchit, on se dit: «Est-ce qu'il faut remplir des papiers ou sauver les gens?» Bah, on va peut-être Mmh. sauver les gens avant de remplir des papiers et donc ça ouvre, en fait, des perspectives. Oui, effectivement. Puis, heureusement qu'on ne remplit pas de papier puis qu'on met la priorité sur sauver des gens. Samuel, là, on est vraiment on va de plus en plus dans l'industrie du médicament. Quand un chercheur comme toi découvre une molécule marine prometteuse, qu'est-ce qui va déterminer que ça va devenir un médicament au lieu d'un article scientifique descriptif, le standard du chercheur standard, justement? Ben, je pourrais dire la première, le 1er, c'est le réflexe de qu'est-ce qu'on fait avec la découverte. Moi, j'ai eu la chance, j'ai étudié à l'Université de Sherbrooke avec des stages en industrie pharmaceutique. Puis quand j'ai rencontré, le côté, si on veut, légal des agents de brevet, ils m'ont tous dit la même affaire: «Samuel, si tu penses avoir une découverte, t'en parles pas à ta blonde, t'en parles pas à ta famille, tu m'appelles». Donc, c'est ce que j'ai fait, c'est le réflexe que j'ai eu en 2008. Donc, quand on a trouvé les monoglycérides d'oméga 3, qui semblaient une molécule relativement simple, parce que des monoglycérides, c'est un émulsifiant alimentaire qui est connu depuis plusieurs années, ben je me suis dit: «Je vais appeler David», donc mon agent de brevet, pour lui demander justement qu'est-ce qu'il en pensait. Donc, ce simple coup de téléphone-là, il m'est revenu quelques jours après, puis il dit: «Samuel, tu es chanceux, il y a personne encore qui a décrit publiquement un monoglycéride d'acide gras oméga 3 marin. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a pu déposer une demande de brevet. Si j'avais fait un article scientifique, ça aurait sûrement fait un superbe article scientifique, mais ça aurait tombé dans le domaine public, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Parce que là, on regarde aussi du côté d'un point de vue corporatif, d'un point de vue développement. Oui, c'est bien d'avoir des brevets. D'autres personnes vont pouvoir dire: «Ouais, mais c'est juste toi qui peux l'exploiter, c'est pas correct, ça appartient à la nature». Ça, c'est une question que je n'aurais pas vraiment de réponse. Moi, j'ai choisi mon côté qui était le développement d'une compagnie privée. Donc, en ayant le brevet, donc on a déposé une première série de brevets en 2008. Puis ça nous a donné, dans le fond, c'est que le gouvernement nous autorise à être la seule et unique personne à commercialiser l'invention durant 20 ans. Mais là, il m'a dit c'est 20 ans. En 2008, ça paraissait long, mais là, on est en 2026, donc il n'en reste pas beaucoup sur la première série de brevets. Donc, c'est vraiment à ce moment-là de dire oui, il y a une brevetabilité. Puis dans mon cas, c'est là que ça a fait le déclic en disant ça ne sera pas juste un article scientifique, ça ne sera pas juste une découverte fondamentale. Je vais essayer. Du fait que j'avais aussi été initié
à l'industrie pharmaceutique dans mes stages lorsque j'ai fait mon baccalauréat en chimie pharmaceutique. Donc, je voyais que dans les grandes compagnies pharmaceutiques, que ce soit au Québec, à Montréal, dans l'âge d'or pharmaceutique il y a une quinzaine d'années, ou aux États-Unis où j'ai fait mon dernier stage, c'est qu'eux, dans le fond, pour découvrir des nouvelles molécules, achetaient tout simplement ce qu'on pourrait appeler des librairies de molécules naturelles. Donc, une bibliothèque de molécules. Puis, à ce moment-là, ben, c'était des compagnies, c'était des explorateurs qui mettaient une panoplie de molécules, je veux dire, à la disposition des chercheurs. Puis, les chercheurs en l'industrie faisaient un criblage, on veut dire, donc testaient toutes les molécules. Puis, s'il y en avait une intéressante, ben, c'était à partir de ce modèle-là que nous, en chimie, on arrivait puis on essayait de modifier la molécule, ce qu'on appelle la chimie médicinale. Donc, on prend la molécule, c'est un exemple qui fonctionne bien, bien, on essaie de l'améliorer. On essaie d'y rajouter une petite molécule, en enlever une, en modifiant. Souvent, on peut améliorer. Des fois, non. Des fois, c'est la molécule naturelle qui est la plus active. Donc, c'est là, moi, que j'ai vraiment décidé que je voulais prendre la découverte puis essayer justement, on a fait une panoplie de dérivés à partir du monoglycéride, mais on s'est rendu compte que d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue efficacité, bien, le monoglycéride de base était lui qui était le plus intéressant, parce qu'il y a aussi tout le côté réglementaire. Donc, autrement dit, on peut arriver à faire des belles recherches en laboratoire, on peut aller chez les animaux, ça va bien, mais avant qu'un être humain, surtout dans le cas des oméga-3 ou les suppléments alimentaires, il faut qu'on le mange, donc il faut l'absorber. Donc, il y a un côté que si tu dois l'absorber et le consommer, bien, il faut qu'il y ait un profil d'innocuité irréprochable. Donc, vu que c'était des dérivés d'oméga-3, nous, ça a été beaucoup plus facile. On a eu, si on veut, un fast track, comme on peut dire, parce que le monoglycéride, la forme monoglycéride était déjà une forme connue. Donc, des monoglycérides d'huile végétale étaient déjà connus dans l'industrie alimentaire comme un émulsifiant. Les oméga-3 étaient connus comme étant de l'huile de poisson consommée depuis plusieurs centaines d'années chez l'humain. Donc, on a réussi à démontrer que le fait de prendre des huiles de poisson et en faire un monoglycéride, ben ça restait quand même, si on veut, de l'huile de poisson, donc un produit naturel. Et Santé Canada l'a reconnu comme un produit de santé naturelle. C'est pour ça qu'on n'est pas allé vers le médical, le pharmaceutique. Santé Canada a décidé, ben vos molécules, c'est une molécule naturelle. Donc, on a choisi, si on veut, la voie des produits de santé naturelle pour commercialiser nos produits. Est-ce que, là, tu parles de fast track, là, mais en général, ça prend combien de temps à peu près entre la découverte, là, le jour où tu découvres ça, puis quand est-ce que ça devient vraiment un produit qui est utilisable là, et consommable? Bien, selon les statistiques, j'ai fait un peu de recherche, puis comme j'étudie aussi, ça n'a pas bien, bien changé. L'idée, c'est qu'on a toujours 20 ans de brevet. Donc, il faut que tu t'organises souvent pour que ça soit en dedans de 20 ans. Oui. Mais bon, il y a des exceptions, mais on peut dire qu'en moyenne, c'est de 10 à 15 ans. C'est quand même la majorité sur le temps de vie d'un brevet. La majorité du temps, c'est le développement et la mise, si on veut, à l'échelle et tout ça. Puis la commercialisation va être souvent dans les 5 dernières années du brevet, que là, la compagnie qui a investi de l'argent peut penser avoir un retour sur son investissement. Puis après 20 ans, mais ça vient du domaine public, donc tout le monde peut l'utiliser. Mais grosso modo, ça n'a pas vraiment changé depuis les 20 dernières années. Ça prend à peu près 10 à 15 ans, tout dépendant, bien entendu, des ressources qu'on lui met. Parce que si Mhm. on ne met pas de ressources, je veux dire, ça n'avance pas. Puis à un moment donné, ben, s'il faut aller vers toutes les études de toxicologie et tout ça, phase 1, phase 2, phase 3 en clinique, ça coûte une fortune. Donc, c'est pour ça que les produits pharmaceutiques sont majoritairement développés par les grandes sociétés pharmaceutiques qui, eux, ont les moyens de le faire et non pas les petites compagnies comme la mienne. Donc, nous, on reste vers le côté des produits de santé naturelle. C'est plus facile et beaucoup moins onéreux à développer. Des stages en pharmaceutique, beaucoup, tu sais, de parcours en pharmaceutique. Tu as dû voir plein de projets, plein de molécules différentes. Penses-tu que les produits de la mer sont nouveaux, nouvelles frontières? Est-ce que c'est différent? Est-ce que tu es un peu le mouton noir du groupe avec tes molécules marines quand tu faisais ces stages-là? Non, il y a toujours eu dans le fond, les molécules marines ont toujours été là dans la pharmacopée. Donc, j'ai regardé, c'est sûr que proportionnellement parlant, il y en a beaucoup plus qui viennent du domaine terrestre, mais il y a beaucoup plus d'océans sur la planète que de terre. Donc, on peut dire que c'est un peu l'inverse. Puis c'est probablement juste d'un point de vue de coût à aller faire la bioprospection. Donc, Mhm. aller monter je veux dire, une sortie en mer pour aller isoler des nouvelles molécules,
Il y en a qui l'ont fait, mais il y en a de moins en moins que je vois. Le terrain, c'est beaucoup plus facile. Puis présentement, la nouvelle réalité est avec l'intelligence artificielle, avec aussi la chimie combinatoire qu'on peut dire. Ben là, on a les chimistes médicinaux, on a comme changé un peu en disant, ben, au lieu d'aller regarder la diversité, ben, on essaie de faire toutes les combinaisons possibles. Puis ensuite, on les teste. Donc là, on est rendu dans faire des molécules en quantité industrielle rapidement, synthétique, pour essayer de voir. Mais quand on regarde les molécules qui se rendent au marché, ben on a toujours à peu près 7 à 10 produits naturels par année qui se retrouvent sur les tablettes pharmaceutiques. Puis là-dedans, ben, marin, c'est peut-être une à chaque 2 à 3 ans. Donc, OK. selon moi, il reste encore beaucoup d'espace. Mais c'est qu'il faut qu'il y ait un investissement à un moment donné de recherche fondamentale, d'aller se promener puis d'aller récolter des nouveaux organismes. Ensuite, ce qui est le fun avec les microalgues, ce qu'on fait nous avec les collaborations, c'est qu'un coup qu'on a isolé une microalgue marine, bien, on peut la mettre, dans le fond, en culture dans le laboratoire. Puis là, on peut jouer sur les conditions. Donc, un peu comme on parlait des extrêmes, ben, on peut stresser la microalgue, on peut lui faire des chocs thermiques, des chocs de salinité, on peut faire des chocs avec, si on veut, la lumière, puis regarder comment l'organisme se défend ou réagit. Puis souvent, mais ça va générer des nouvelles molécules. Donc, on est capable de recréer en laboratoire un écosystème fermé, puis on est capable d'aller stresser pour lui faire développer des nouvelles molécules. Fait que ça, c'est un peu l'avenue que nous, on a choisi de faire. Ben, c'est impressionnant de voir qu'on est rendu là. On n'est pas juste dans le peut-être, là. Le potentiel est là, puis il commence à être exploité. Puis avant de te demander, puis de faire le pont, j'ai le goût de te demander si, on a au Québec, est-ce que tu sens qu'on a ce qu'il faut pour devenir un pôle de médicaments ou de molécules d'origine marine? Mais avant qu'on parle de ça, de la France, le Québec, puis le pont entre les 2. J'aimerais, m'adresser à vous, les auditeurs, pour savoir si vous avez des questions. Peut-être juste aller faire un bref, coup d'œil du côté de la boîte de chat. Si, jamais il y a des questions présentement, on peut prendre une petite pause pour répondre aux questions, qu'on a jusqu'à présent. Je pense que je vois il y a des gens qui sont très contents de vous voir, en tout cas dans la boîte de chat, je peux déjà vous dire ça. Et puis, mais oui, là, si vous avez des questions, on peut prendre un petit moment pour y répondre, mais sinon après, on fait ce pont entre la France puis le Québec, pour voir, qu'est-ce qui marche de la même façon ou pas, pour le développement de ce potentiel, et cet eldorado pharmaceutique. Je regarde, rapidement. Ben, je pense qu'on peut continuer, mais continuez de nous envoyer vos questions, vos commentaires. Puis à la fin de notre discussion, évidemment, on va revenir sur tout ça. Mais là, pour l'instant, ben, on ouvre les questions à vous 4 parce que je veux qu'on parle de la France et du Québec. On investit dans la biotechnologie marine. Est-ce que, on a les mêmes approches? Est-ce qu'on a les mêmes, potentiels d'un côté ou de l'autre? Je sais que, quand on se préparait pour le webinaire, Franck, vous nous parliez des brevets, des publications scientifiques, qui sont pas nécessairement sur le même format, de part et d'autre de l'Atlantique. Donc, qu'est-ce qu'on a de pareil ou de différent en France et au Québec, dans ce chemin-là vers, l'eldorado pharmaceutique? Merci. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, hein, là-dessus, en tout cas. Moi, ce que j'aime chez vous, en fait, c'est vous êtes pragmatique. Il y a un pragmatisme qu'on retrouve plus chez nous. Nous, on est dogmatique. Donc en fait, nous, on écrit les procédures. Vous dites, «Non, on va avancer, on verra les procédures après». Donc ça, c'est vraiment 2 façons différentes de voir. Moi, sincèrement, je trouve chez vous un enthousiasme qu'on a perdu chez nous. En tout cas, qu'on a perdu chez nous, et une facilité de discussion. Vous voyez, ce webinaire, il est super sympa. J'ai discuté, en fait, nous, on a des projets avec le CHUM, on a discuté avec CQDM, avec MITAC, c'était vachement bien. On échangeait, on avançait, et cetera. Nous, c'est difficile d'avoir ce genre de discussion comme ça avec des autorités, en fait, qui peuvent donner des financements, et cetera. Après, ce qui est aussi, j'aime bien ce qu'a dit Samuel, parce que finalement, chez nous, en fait, pendant longtemps, alors ça commence à changer, mais déposer des brevets, c'était pas bien. C'était pas bien parce que, c'était économique, c'était de l'argent. Le chercheur avec sa blouse blanche dans un labo, il doit faire avancer la connaissance, pas faire avancer l'économie. Et donc, je me souviens d'avoir eu une réunion au démarrage, en fait, d'Emarina, où j'étais dans un hôpital où, en fait, je devais parler et puis ils savaient pas que c'était moi qui parlais, j'étais derrière
Puis j'entendais des chercheurs qui disaient: «Oh non, c'est n'importe quoi ces brevets. Moi, je veux que ma recherche, serve l'humanité». OK, c'était bien, hein, c'était bien comme disait Samuel et puis je suis descendu en bas, puis ils m'ont vu que c'était moi qui devais parler. Je leur dis: «Mais vous voyez, vous sauvez l'humanité. Moi aussi, je veux sauver l'humanité, mais personne n'ira sauver l'humanité s'il n'y a pas un titre de propriété, en fait, d'une application». Parce que comme dit Samuel, ça peut coûter des millions, des centaines de millions. Développer un médicament, ça peut être 1 milliard. Donc vous pensez que quelqu'un va mettre 1 milliard sur la table s'il n'a pas un retour sur investissement et s'il n'est pas propriétaire à un moment donné de quelque chose? Et donc voilà, c'est que ça commence à changer chez nous, pas aussi vite que j'aimerais. Vous, en fait, sincèrement, j'adore aller chez vous, j'adore discuter avec vous. Vous êtes des gens pragmatiques, vous êtes des gens qui avaient envie d'avancer. Vous êtes en fait pour moi l'Eldorado de l'innovation. Nous, on a perdu ça, en fait, on a perdu ça et je trouve que c'est dommage parce qu'on a des grands, grands chercheurs, on a des grands ingénieurs, mais souvent, vous savez, on a une innovation qui revient, on dit: «Waouh, c'est les Américains qui l'ont développé». On dit: «Ah non, c'est un Français qui est parti là-bas et c'est revenu en France». Parce qu'on a perdu, en fait, cette envie, on a perdu tout ça et je pense que vous peut-être qu'en travaillant avec vous, en fait, vous pourriez nous ramener un peu cet esprit d'envie, cet esprit, de pionnier, ça serait vachement bien vu pour chez nous. Oui, il semble y avoir une espèce de tabou de lancer une business, ben, en France. Est-ce qu'au Québec, il y a ce tabou-là aussi, Samuel? Oui, mais je veux dire, on a quand même, beaucoup de si on veut, d'organismes qui nous aident. Donc, moi, j'ai eu beaucoup d'aide parce que, je veux dire, quand j'ai décidé de partir, mon entreprise, je viens pas d'une famille d'entrepreneurs, donc je me suis dit, je savais même pas qu'on pouvait le faire. Puis c'est vraiment Mmh. mes amis qui étaient au centre local de développement avec certains organismes de promotion économique de la région qui ont dit: «Oui, c'est faisable». Puis j'ai eu un support. J'ai eu un support du gouvernement du Québec, le MEIA, dans le temps, qui m'a donné tout simplement le coup de pouce pour démarrer avec un montant d'argent pour dire: «Ben regarde, vas-y, monte ton plan d'affaires, puis on te donne 1 an et demi pour, prouver, puis avancer, puis aller chercher d'autres financements». Donc oui, il pourrait toujours en avoir plus, mais non, je pense qu'au Québec, on est quand même, puis tu sais, j'ai eu beaucoup, beaucoup de support. Tu sais, vous parlez de CRIBIC, différents organismes, si on veut, que si tu, c'est toujours des concours, donc il faut que tu gagnes ta subvention parce que ils ne subventionnent pas à tous les projets. Mais quand ton projet est solide, puis on peut démontrer qu'il y a une faisabilité technique, puis qu'il va y avoir un retour sur l'investissement, ben je pense qu'on est quand même gâté au Québec. On a quand même le support. C'est pas facile, mais on est quand même gâté quand des fois, quand on regarde justement ailleurs, on se dit: Finalement, on chiale les Québécois, mais bon, on est quand même bien pareil, malgré tout». Puis j'ai une question dans le chat. Est-ce que le cadre réglementaire change d'une région géographique à l'autre? Est-ce que ça peut faire une différence entre la France et le Québec pour faire des applications commerciales entre les opérateurs, les chercheurs à chaque endroit? Si j'ai vraiment en fait et après Samuel, il faut qu'on discute parce que tu parlais de médicaments naturels. Alors j'aimerais bien que tu expliques un peu ça parce que chez nous, ça n'existe pas. Oui. Soit on est dispositif médical, soit on est médicament, soit on est complément alimentaire, soit on est cosmétique. Mais en fait, des produits naturels médicaments avec un fast track, j'adorerais, si tu peux l'importer chez nous, ça serait bien. Nous, ça n'existe pas parce que même si c'est un produit naturel, pour eux, ils veulent le catégoriser en fait dans une application et c'est soit un médicament, soit un dispositif médical. J'ai Mhm. jamais entendu parler de ça chez nous. Ben, Mais on a si une je peux me troisième. permettre On a la même chose. On a le dispositif médical, on a la drogue, puis on a Santé Canada qui a déterminé que le produit de santé naturelle, ce qu'on appelle le NPN, c'est un numéro d'enregistrement différent du DIN, qui est le Drug Identification Number. Donc, c'est selon, puis c'est des produits naturels. Donc, il faut que ce soit des produits naturels, mais avec des allégations santé spécifiques, qu'on doit, dans le fond, prouver, et on peut demander de nouvelles allégations. Le cadre réglementaire est sensiblement le même, mais un peu moins. Donc, autrement dit, pour une nouvelle allégation, ben, on n'est pas obligé d'aller en phase 3 clinique. On peut juste, avec une ou deux phases 2, si l'étude clinique est bien, avec un placebo, puis que c'est là, dans le fond, très bien exécuté, on est capable d'avoir des allégations. Ce ne sera pas des allégations qui vont dire, exemple, guérit le cancer, mais ça va aider certains symptômes. C'est des allégations un peu plus soft, que je pourrais dire, mais on a quand même un numéro d'enregistrement qui nous permet de le commercialiser. Puis ça, c'est très bien parce que ma compagnie n'existerait pas si on n'avait pas ce cadre réglementaire à Santé Canada.
Et lean, donc vous voyez en fait ça n'existe pas chez nous et ça, c'est ce que j'appelle le pragmatisme. Nous, c'est pas ça, ça n'existe pas. Puis, beh, j'ai une autre question dans le même sens, dans la boîte de chat. Est-ce que vous êtes consulté par les autorités pour améliorer ce temps de mise en marché pour tirer des leçons comme Crans-Montana ou encore, les 2 ans de COVID? Est-ce que, ça peut être rendu plus rapide? La réponse est clairement non. Non? C'est donc à un moment donné, en fait, il y a un coup de projecteur, bah, voilà, donc on soigne les gens et cetera. Moi, les discussions que j'ai avec les autorités compétentes, en fait, qui sont la NSM chez nous, c'est extrêmement difficile, en fait. On peut même pas aller les voir. C'est-à-dire que, chez vous, vous pouvez discuter avec vos autorités compétentes. Nous, il y a pas de discussion possible. C'est-à-dire que le monde économique, c'est le monde sale, le monde de l'argent et en fait, eux, c'est le monde bureaucratique de l'administration et il y a pas de pont possible entre les 2 parce que rien que de leur parler, ils pensent qu'ils vont être corrompus. Donc on n'a même pas le droit de leur parler parce qu'il y a pas de lien, en fait, possible entre les 2 mondes et donc en fait, on est toujours suspect. Quand on développe, en fait, des produits pour l'économie, on est toujours suspect, on est vraiment des suspects. Alors que moi, je pense qu'il devrait y avoir un un créneau qui est l'innovation, en fait, responsable et en fait, avoir, en fait, des pans entre l'administration et les sociétés. C'est pas parce qu'on se parle qu'on est corrompu, c'est parce qu'on a besoin de connaître le chemin et ça n'existe pas chez nous et ça, je voilà, c'est je encore une fois, c'est pour ça que je dis que chez vous, vous êtes extrêmement pragmatique. Mmh. J'aimerais parler à nos 2 intervenants qui sont encore, plus dans le domaine de la recherche. Est-ce qu'il y a une bonne relation entre les chercheurs, ceux qui ont les doctorats, puis ceux qui sont dans l'appliqué, les médecins? C'est quoi l'approche? Est-ce qu'il y a une hiérarchie? Les chercheurs par rapport aux médecins, est-ce que vous êtes capables de travailler ensemble ou c'est 2 domaines complètement différents? Alors, nous, ouais, je peux peut-être commencer parce que c'est vrai que par rapport à ce que vient de dire Franck, en fait, ça parle de quoi? Ça parle de cloisonnement et de décloisonnement et nous, on rêve de décloisonnement et effectivement, c'est le cloisonnement, il est très tôt. Moi, je suis un pur produit universitaire, j'ai choisi de faire de la biologie animale pour comprendre comment fonctionnent les cellules animales. Je ne suis pas dans le monde médical. Ça veut dire que les études ne sont pas du tout les mêmes. Les en revanche, je les connais tous parce que je suis toujours très curieuse et j'ai été scientifique, à la fac de médecine, pendant 8 ans. J'ai fait ma thèse à la fac de médecine de Paris, mais en tant que scientifique, donc j'ai toujours mélangé les 2. En revanche, on est d'accord que c'est cloisonné et ça veut dire pas alors moi aujourd'hui en recherche, mes partenariats, mes chercheurs avec qui je travaille, on ne cloisonne rien dans la tête, dans les manips, dans les projets. En revanche, trouver les financements à l'interface entre la biologie marine et la biologie, du cancer, par exemple, c'est très difficile puisque, par exemple, l'Agence nationale de la recherche fait des appels d'offres pour des projets qui sont biologie du cancer, avec un panel de juristes qui sont dans la biologie du cancer et sinon, c'est des ANR pour la biologie marine, avec des panels de biologie marine et donc on Ah. fait comment nous, entre les 2? J'ai essayé les 2, j'ai fait les 2, j'ai fait un ANR biologie marine en disant: tout, on va aller vers la santé, hop là. C'était pas trop quand même la biologie marine, changement climatique, on était un petit peu loin et j'ai essayé l'autre en disant: «Écoutez, moi mon parcours et tout, allez hop, on y va du côté médical» et là ça a été tout, qui vous êtes? Et Franck le dit très bien, on est un peu cloisonné. Donc en revanche, bon bah voilà, à force, on est un petit peu atypique, on va y arriver. Mère Santé, ça va exister, il y aura peut-être un labo, il y aura peut-être des appels d'offres. Les seuls appels d'offres envers lesquels on arrive à avoir de l'argent pour nos recherches comme ça, interface, c'est des appels d'offres qui sont blancs. Ça veut dire, on donne pas de thématique. Là, on laisse libre cours à l'imagination. Les appels d'offres blancs, ça veut dire qu'ils n'ont pas de directive de précision de sujet. Ils orientent pas trop. C'est un petit peu des financements qui sont pour les idées, comme ça, des gens, peut-être un peu, voilà, un peu bizarres, un peu à côté des autres, en tout cas. Donc ça, les appels à projets blancs, c'est génial. Je sais qu'il y en a pas souvent. C'est pour ça qu'on va, nous, à l'Europe, parce qu'à l'Europe, il y a des ERC. Les ERC, c'est des grands projets où là, on vous laisse libre cours, vous incarnez votre sujet, vous y allez go sur donc on y retourne parce que, voilà, on y est déjà allé une fois, on y retournera une deuxième fois parce qu'il fallait qu'on avance aussi sur nos résultats de Warburg, de l'effet Warburg. Et donc, voilà, donc je veux dire décloisonner et je pense qu'on est mûr pour décloisonner aujourd'hui. Je pense que je sais pas comment c'est dans le ministère, je connais rien moi, hein. Le monde économique, le monde, voilà, je ne connais rien, mais à l'Ifremer, ils sont très, très, là, ils connaissent tout. Je pense qu'on va arriver à décloisonner, mais il faut juste des preuves comme Franck, par exemple, en France, qui sont des preuves de voilà, c'est de décloisonnement total. Est-ce que c'est plus facile de lancer une biotech marine en France ou au Québec, d'après vous?
bonne question. Je connais plus la réalité au Québec, avec ses avantages et ses inconvénients, en ce sens que, ben, au niveau de l'accompagnement, là, donc quelqu'un peut se lancer en biotech en ayant un profil purement entrepreneurial ou économique et s'adjoindre de centres de recherche qui peuvent, comme le mien, Biopère, là, donc accompagner au niveau scientifique. Donc, et l'autre pendant, il y a de l'accompagnement des incubateurs, des accélérateurs qui peuvent donner des conseils. Donc, les jeunes pousses, les startups sont bien accompagnés. Donc, pour ça, il y a un certain avantage. Par contre, euh, je parle encore de mon expérience. Nous, on aide les entreprises en allant chercher du financement pour eux, entre autres, pour permettre de faire de la recherche. Mais la très, très grande majorité des financements auxquels on a accès, ça prend des critères qui excluent les startups. Donc, un certain nombre de personnes qui sont salariées à temps plein. Quand on Mhm. commence, des fois, on n'est pas à temps plein. Ou un nombre d'années d'existence, ce genre de choses-là. Donc, il reste très peu de financement pour les startups. Il y en existe, mais il y en a un peu moins. Euh, Puis, deuxièmement, en discutant des fois avec des ministres ou en participant à des colloques, on entend souvent, ben voyons donc, il y a énormément de financement pour les startups. On a donné cette année 9 millions de dollars. Ben, pour la totalité des gens qui veulent se lancer en affaires dans le monde pharmaceutique inclus, 9 millions de dollars, ça représente pas énormément d'argent finalement. Donc, c'est un frein que nous, on a au Québec là, à ce niveau-là. Hmm. Pensez-vous que la France et le Québec, dans le portrait global de la planète, est bien positionné pour tirer son épingle du jeu en biotechnologie marine? Et puis, est-ce que vous ne voyez pas des leviers de collaboration qui nous permettraient d'être encore mieux positionnés par rapport au reste du monde? C'est qui les leaders en biotechnologie marine à l'heure actuelle? En biotechnologie marine, je dirais, ben, quand même, de toute façon, c'est toujours les États-Unis à un moment donné parce qu'ils ont la Woodsole, ils ont la Scripps. Mais je pense, en fait, que la France est bien positionnée et sincèrement, en fait, ce que vous faites à Rimouski, en fait, j'en entends parler depuis que depuis mes années d'étudiant. En fait, vous êtes super bien aussi. Le truc, c'est que c'est loin, en fait. Alors même si on est proche, on parle la même langue, on est loin. Et donc, en fait, il faut quand même, il faudrait trouver des plateformes pour qu'on puisse se rassembler, discuter, échanger, etc. Mais la distance fait toujours en fait, moi j'adorerais en fait aller chez vous plus souvent et cetera, mais c'est loin, et donc là c'est bien parce qu'on est rassemblés par la vidéo, mais vous savez en fait pour avancer, pour, collaborer, c'est bien de se voir, d'aller manger ensemble, d'aller en fait, se challenger, donc c'est bien de se voir aussi donc je ne sais pas comment il faudrait faire. Il faudrait peut-être organiser en fait, je sais pas des échanges. Alors je sais que ça existe, hein, mais peut-être des échanges un peu plus formels pour aller se voir dans des réunions, alors peut-être au milieu, alors je sais pas où c'est, au milieu entre entre le Québec et la France, mais voilà, c'est la distance fait toujours en fait un frein, mais voilà donc je pense que la France est bien positionnée en biotech. Je dirais même la France, non, non, la Bretagne et le Finistère, donc Ouais. autour de l'Ifremer, autour de la station biologique de Roscoff, je pense qu'on est les numéros un en fait en biotech marine en France. Le département du Finistère est le numéro un, sans alors et de très loin. Et comme dit Franck, des résidences. Les artistes font ça depuis toujours, des résidences. Ouais. Les prix Nobel, Otto Warburg, ils sont prix Nobel, 1930. Otto Warburg, celui dont je vous parlais, qui a découvert le métabolisme des cellules cancéreuses, il a eu son prix Nobel parce que il s'est déplacé, il est allé travailler. Il avait une paillasse à Naples, à la station zoologique de Naples. Il a commencé à travailler sur les œufs d'oursin, d'ailleurs, hein, Franck. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de prix Nobel qui viennent du monde marin. Et donc, en fait, voilà, l'idée, c'est de se déplacer. En revanche, se déplacer, ça veut dire pas forcément tout seul. Et qu'est-ce qui s'est passé dans les années qui ont passé? On a dit: «Ah non, non, les chercheurs, quand vous allez en congrès, quand vous allez quelque part, non, vous y allez pas à 4 ou 5, c'est bizarre parce que ça fait un petit peu la sortie you-you, tralala, tout le monde va s'amuser». Donc en fait, voilà, il y a des codes qu'il faut laisser libres, en fait. Il faut faire confiance, en fait. Quand on va à plusieurs quelque part, c'est pas pour s'amuser, quoi. C'est pour libérer notre pensée et notre créativité. Comme les artistes. On est des artistes, je pense, franchement. Et pour préciser, Vraiment. il y a 13 prix Nobel qui viennent en fait de modèles, marins. Quand même, quand même. Mais 13. justement, pour revenir à la mer, puis c'est une question qu'on a reçue de Laurent Anselmi, mais que je salue en passant, mais ça va vraiment vers là où je veux conclure, cette superbe conversation. Est-ce qu'il y a on connaît les mots
qui affectent la mer, les océans, la pollution, le réchauffement global, etc. Comment on peut exploiter le potentiel qu'on a dans l'océan sans détruire la biodiversité qui la rend possible? Alors les mots, c'est l'homme, hein, c'est nous. Mmh. C'est nous qui détruisons notre planète, c'est nous qui, polluons, c'est nous qui pêchons d'une façon excessive et cetera et cetera et en fait, je pense que tous là, en fait, on est d'accord et je pense qu'il y a un mot commun, c'est qu'une fois qu'on a découvert une molécule, en fait, dans le milieu naturel, dans l'océan, sur la zone de balancement des marées, c'est comment je la produis sans défauner, sans détruire et en fait, il y a un mot commun, je pense, qui revient, c'est l'aquaculture. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une fois qu'on a trouvé, en fait, un organisme marin par des recherches fondamentales où on est parti, prendre en fait tout ça sur la plage ou dans l'océan. C'est après, comment je peux faire ça sans détruire la planète, sans aller Mmh. détruire toute la biomasse? Bah, en fait, l'un des moyens que nous, en tout cas, on prend en fait, avec la rénicole, c'est qu'on a une ferme en fait à Noirmoutier et on produit des tonnes et des tonnes d'Arénicola marina en aquaculture et donc, on a appris sur la plage, on a pris alors il y a quelques spécimens qui sont passés entre nos mains sauvages et qu'on a malheureusement en fait, tués parce qu'on avait besoin de prendre nos molécules. Mais maintenant, aujourd'hui, on produit nos arénicoles en aquaculture. Donc c'est la culture, le mot, voilà, aquaculture, culture, c'est exactement ça, c'est maîtriser, la ressource, voilà, et on va rappeler aussi le concept d'une seule santé. Ça veut dire que si l'homme fait bien attention à son écosystème marin, dans l'écosystème marin, les animaux seront en santé et les donc on vous voyez et la santé des animaux, c'est aussi, la santé de leur mécanisme, de leurs molécules, enfin c'est et ça revient à l'homme. C'est-à-dire qu'une seule santé. Et ça veut dire qu'on a vraiment intérêt à parler de tout ça, puisque donc ça permettrait sans doute que l'homme aussi se connecte mieux à la nature qu'est l'océan. Il y a quand même énormément de gens qui savent pas nager, il y a énormément de gens qui ne vont pas sur l'eau. Même Thomas Scoville, hein, il racontait que voilà, que lui il était pas à l'aise, sur l'eau. Pourtant il a réussi, trophée Jules Verne. Donc en fait, voilà, on peut reconnecter l'homme avec la mer pour l'homme. En revanche, effectivement, la culture, va faire qu'on pourra élever, les espèces, les champignons, vous les cultivez aussi, les micro-algues, vous les cultivez, bah, l'aquaculture aussi, elle cultive les animaux, et les mécanismes d'intérêt. Oui, c'est vrai. Il Oui, Félix-Antoine? faut aussi se rappeler que, ben, la majorité de cette recherche-là ou de ces découvertes-là sont quand même faites par des gens qui ont un parcours scientifique, que ce soit des chercheurs ou des scientifiques qui se sont partis en entreprise, heu, parce que c'est des échantillonnages, puis c'est quand même dispendieux. Fait que l'industrie pharmaceutique va probablement toujours préféré y aller de façon, moins coûteuse, même s'ils ont beaucoup d'argent, hein, c'est toujours de faire le plus de profit et étant scientifique, quand on va sur les missions d'échantillonnage, on a toujours en tête la santé durable, puis on aime la nature. On est souvent des biologistes, donc on veut pas détruire l'environnement. On est très conscientisés, puis je veux faire du pouce, entre autres, aux missions, pour lesquelles moi j'ai bénéficié là, dans les échantillonnages qui étaient organisés par le Réseau Québec maritime, entre autres. Hem, Quand on dérange le fond marin et puis on va échantillonner, il y a pas juste moi là, qui décide je vais aller déranger le fond marin. Là, le bateau est à pleine capacité de chercheurs et de scientifiques qui prennent différentes données. Là, donc, on minimise aussi les sorties, puis on minimise aussi ce genre de stress-là en optimisant au maximum les échantillonnages. Là. Puis, puis finalement, dans mon cas, effectivement, ben, je travaille avec les champignons, donc on peut une fois qu'ils sont isolés, on n'est pas nécessairement obligé d'y retourner si on fait attention, parce qu'ils ont subi des modifications dans l'eau. Si je les sors de l'eau, ça se peut qu'ils perdent leur intérêt puisqu'ils sont plus dans leur milieu stressant, là. Donc ça, c'est toujours le risque, mais grosso modo, voilà. Et puis le chemin, c'est aussi, le chemin de l'insuline. Les gens qui ont du diabète de type 2 aujourd'hui, il se piquent avec une insuline. À l'époque, l'insuline, elle était sortie, des pancréas, des porcs, à la sortie des abattoirs. Depuis, presque pas 100 ans, mais presque, on fait fabriquer l'insuline par de la culture bactérienne et de l'insuline donc on fait du mimétisme, c'est-à-dire que on fait de la synthèse de protéines par biomimétique de celles qu'on extrayait à partir de la ressource animale. Donc ça, si on sait quel est l'acteur exact de l'effet qu'on retrouve, de l'effet qu'on cherche, on peut très bien trouver des méthodes qui sont, de la culture de bactéries, de la production de la protéine d'intérêt, en laboratoire, comme c'est fait pour l'insuline aujourd'hui. Ça veut dire que
on ne sait pas, on ne sait pas encore, mais en fait, les méthodes de la biologie dans son intégralité sont là pour répondre à ces problèmes de synthèse de biomolécules. Et ça, c'est vrai que quand on a la culture universitaire, on sait tout ça. Donc c'est presque pas le problème de maintenant. Le problème de maintenant, c'est de bien comprendre qui fait quoi. Et après, comment on va la produire? Vous y êtes déjà, vous. Nous, on n'y est pas encore parce qu'on est très fondamental, mais on a déjà des idées dans la tête. D'ailleurs, on en a déjà une, d'ailleurs, qu'on a fait produire comme ça avec mes collègues des champignons marins du LUBEM de Brest. Bon, ce truc-là, on l'a fait un peu en cachette, on n'a pas trop dit pour l'instant, mais disons que voilà, vous voyez, on a toujours des solutions, puisqu'on est quand même entouré de gens qui cherchent des solutions pour plein de petits problèmes du vivant. Ah ben ça donne espoir, franchement, ça donne espoir. Puis, ben, ça fait déjà 1 heure et demie qu'on se parle. Moi, je pense que ce que j'ai envie, ben, d'abord, toutes vos questions, parce qu'il y en a eu énormément, on va les garder, les réacheminer à nos intervenants. Si vous avez d'autres questions, inspirées de ce que vous avez entendu dans cette conversation, suivez l'IFQM sur les réseaux sociaux, envoyez-nous vos questions. On va les réacheminer à nos 4 intervenants aussi. Ce que je veux que vous reteniez de cet avant-midi ou de cette partie de journée qu'on a passée ensemble, c'est que la mer, c'est pas qu'un écosystème, c'est aussi une banque de solutions médicales. Je pense que la France et le Québec sont dans la course pour ces innovations-là. Protéger l'océan, c'est protéger la médecine de demain. Et moi, d'un point de vue de l'écologiste de la conservation que je suis, je pense que ce qu'on vient d'avoir comme réflexion finale, c'est vraiment important. Franck, vous disiez qu'on est né de l'océan, les molécules qui nous soignent aussi. Et puis, la mer, ben, ça ne sert pas juste à pêcher, à se baigner et à transporter les bateaux. Je pense que c'est un Eldorado pour des molécules pharmaceutiques. Et on voit le futur de ça dans les biotechnologies médicales avec vos 4 histoires complémentaires. Je vous remercie énormément d'avoir pris le temps de nous raconter ces histoires aujourd'hui. C'était complètement fascinant. Les gens dans la boîte de chat sont aussi extrêmement ravis d'avoir pu entendre votre partage de connaissances. Merci Samuel, Franck, Charlotte, Félix-Antoine d'avoir été Merci. avec nous. Merci à tout le monde en ligne aussi d'avoir pris cette heure et demie pour discuter de ce sujet qui est vraiment important puis un peu méconnu. Puis merci surtout à l'Institut France-Québec maritime d'avoir rendu tout ça possible. Euh, oui, vraiment, vraiment merci à tout le monde. C'est mon petit mot de la fin, mais continuez de nous envoyer vos questions. On va se faire un devoir de les acheminer à tout le monde. Puis vous pourrez revoir cette belle conversation en vidéo et en format podcast dans les prochaines semaines. On va tout vous mettre ça en ligne. Merci vraiment beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Un grand merci à toute l'équipe et Merci. à vous, Lynn, Oui. pour avoir bien animé. Merci énormément. Merci énormément à tous. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Au revoir. Au revoir. Pour la première d'une série de 3, c'était vraiment quelque chose, vous pensez pas? Restez à l'affût pour les prochains épisodes transatlantiques de ces webinaires organisés par l'Institut France-Québec pour la coopération scientifique en appui au secteur maritime. Merci à nos 4 intervenantes et intervenants, les docteurs Charlotte Corporo, Franck Zal, Félix-Antoine Bérubé-Simard et Samuel Fortin. Merci également à toute l'équipe de l'IFQM pour l'organisation de cette série et à Tommy Goupil pour le montage et la production de cet épisode. Tous les liens mentionnés ainsi que la rediffusion vidéo sont disponibles dans le descriptif de cet épisode. Mon nom est Lynn Morissette. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.